En novembre 1978, la jungle reculée du Guyana devient le théâtre d'un des événements les plus tragiques et énigmatiques du XXe siècle. Le massacre de Johnstown, mené par le charismatique et mystérieux pasteur Jim Jones. Cet événement choqua le monde entier. Avant le 11 septembre 2001, c'était tout simplement la plus grande perte de vie civile américaine en un seul événement. Mais alors que s'est-il passé? Comment un seul homme a-t-il pu avoir autant de pouvoir sur tant de personnes? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de foi et de manipulation, et comment la vision utopique d'un homme a viré au cauchemar. Thank you, baby. Peace. Now. Jim Jones naît le 13 mai 1931 dans l'Indiana. Il grandit dans un milieu très pauvre et est élevé par sa mère. Le père, lui, est très souvent absent, notamment en raison de problèmes mentaux liés à des traumatismes de guerre. Déjà, ça pose les bases. Jim sait à peine marcher qu'il reste tout seul à la maison pendant que sa mère part à l'usine. Vous l'avez deviné, l'enfance du petit Jim est très loin d'être heureuse. Une chose va lui sauver la vie, la religion. Très cliché comme phrase. Il découvre la religion catholique lors de l'école du dimanche, une institution d'enseignement de la Bible aux enfants. Et à l'âge de 10 ans, il rejoint une église évangélique. Et malgré son jeune âge, il impressionne déjà de par son charisme. Il a 10 ans, je le rappelle. Le pasteur de l'époque est même troublé par la force de persuasion de l'enfant. C'est donc tout naturellement qu'il va emmener le petit Jim avec lui pour évangéliser les habitants de toute la région. À peine 10 ans, le petit Jim fait le tour de son état avec pour objectif de convertir le maximum de personnes à sa religion. À l'adolescence, les habitudes de Jim ne vont pas changer. Il continue de prêcher aux enfants de son âge, parfois lors de discours qui durent plusieurs heures, où il mêle questions religieuses et leçons de vie. Du haut de ses 15 ans, il fait preuve d'une maturité incroyable. À côté de ses activités d'évangélisation, il travaille dans un hôpital. Régulièrement, il refuse de faire payer les soins aux patients les plus pauvres. Bref, un homme de foi généreux, jusqu'ici tout va bien. Nous sommes 4 ans plus tard, il épouse Marceline Baldwin, une infirmière qui sera sa compagne pour le restant de sa vie. De manière très soudaine, les convictions religieuses de Jim vont tout bonnement disparaître. Désormais, il ne se rend plus à l'église et il interdit carrément sa femme de prier, pour, je cite, un dieu imaginaire. Dans le même temps, Jim se découvre une nouvelle passion, le communisme. Il abandonne tout ce qu'il avait construit jusque-là, il devient adhérent au Parti communiste et déménage à Indianapolis pour étudier le droit. Ça va pas durer très longtemps puisque un an plus tard, Jim abandonne ses études et il retourne chez lui et il va en profiter pour revenir à la religion. C'est la fin de la première phase chelou de Jim. C'est loin d'être la dernière et je vous préviens, c'est de loin la plus tranquille. Nouvel objectif de Jim, devenir pasteur. Il va s'inscrire à un stage pour effectuer cette profession. Alors oui, je savais pas non plus, mais il existe des stages aux États-Unis pour devenir pasteur. Il redevient l'homme généreux qu'il était et recueille par exemple $20,000 pour installer un centre de loisirs pour enfants, sans distinction de couleur ni de religion. Ça paraît tout à fait normal de nos jours, sauf qu'à l'époque, surtout aux États-Unis, Jim Jones est l'un des premiers à vouloir l'intégration raciale. Il souhaite une église unique qui rassemble les blancs et les noirs sans distinction. Dans l'Indiana des années 50, il rencontre une forte opposition, son discours favorable à l'intégration va lui valoir d'être carrément renvoyé de l'église. Sans le savoir, l'église vient juste de créer un antagoniste. Faut pas faire ça les gars. Jim décide à ce moment-là de créer son propre mouvement religieux, un mouvement mené par une doctrine qui est un mélange de christianisme, d'idéaux utopiques et de communisme. Il loue un petit bâtiment et appelle son église le Temple du Peuple. Au début, il finance cette activité en vendant des singes domestiques en porte-à-porte. Posez pas de questions. Petit à petit, l'église du Temple commence à gagner en notoriété, que ce soit auprès des Blancs et des Noirs, une grande première dans l'histoire des États-Unis. Il va avoir son premier enfant et en adopter 6 autres, dont un enfant noir. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier enfant noir de l'histoire à avoir été adopté dans une famille blanche dans l'Indiana. C'est beau. À ce moment-là, le Temple du Peuple est vu comme une organisation religieuse respectée et respectable, tellement que le gouvernement des États-Unis leur permet de bénéficier d'aides et d'une exemption d'impôts. En soi, ça paraît tout à fait normal vu la dimension sociale de l'église. Mais un événement va changer la donne. Lors de l'été 1959, Jones fait la rencontre de Father Divine, le gourou d'une secte appelée Mission pour la paix. Un gourou, lorsqu'on parle d'une secte, c'est le
leader de la pensée. C'est celui qui exerce une pression manipulatrice sur ses fidèles et qui les prive petit à petit de liberté. Jim découvre pour la première fois l'organisation d'une secte, la Mission pour la paix est propriétaire de nombreux logements et ses fidèles travaillent sans salaire, donnant leur profit directement à leur église. Jim, en voyant ça, il pète son crâne et il va s'en inspirer. À partir de ce moment-là, le temple du peuple va dévier et se différencier des mouvements religieux classiques. Lorsque Jones a compris qu'il s'adressait aux plus démunis, il va faire une promesse pour attirer encore plus de monde. Il va s'engager à subvenir aux besoins de tous ceux qui deviendront des fidèles et qui l'aideront à développer l'église du temple du peuple. Rapidement, de nombreuses personnes quittent leur travail et s'engagent au profit de Jim. Les employés de l'église sont donc des fidèles et au lieu de toucher un salaire, ils sont logés et nourris. L'entreprise ne versant pas de salaire, elle enregistre des profits, tandis que les fidèles sont coupés du monde extérieur sans même s'en rendre compte. Jones organise des soupes populaires et même une école pour les enfants des fidèles. C'est d'ailleurs les activités pour enfants qui seront un argument très convaincant pour les mères célibataires. Jim ne représente plus qu'un simple pasteur. Il est désormais le sauveur d'une communauté qui est rejetée par la société. Dorénavant, il effectue des guérisons miraculeuses, il prétend soigner le cancer et d'autres maladies graves. Lors de représentations, il extrait des tumeurs cancéreuses. La tumeur est en réalité un gésier de poulet que Jim cache dans sa manche et fait semblant de sortir de la bouche des malades. Bref, vous l'avez compris, il y a un réel culte de la personnalité qui se crée autour de Jim. Le temple du peuple n'est plus un mouvement religieux, mais bel et bien une secte. Les différents programmes sociaux mis en place par Jim ne sont que des moyens d'attirer toujours plus de fidèles pour faire grossir la secte. Il va multiplier les actions caritatives, il ouvre un restaurant entièrement gratuit dans le sous-sol de son bâtiment. Il va même aller jusqu'à embaucher des détectives privés pour convertir toujours plus de gens. À son prime, le temple du peuple a compté jusqu'à 30 000 fidèles. C'est autant que la ville d'Auxerre, par exemple, qui est juste énorme. La secte va de plus en plus s'éloigner du christianisme classique. Les discours de Jim, qui peuvent durer plusieurs heures d'affilée, deviennent plus politiques que religieux. Il affirme que la Bible se contredit et que les pasteurs volent l'argent de leurs fidèles. Il estime également qu'avoir des enfants est un péché en raison de la surpopulation et ordonne à ses fidèles de se contenter d'adopter. Il remet en cause la conception du Christ, la doctrine selon laquelle Marie a conçu Jésus en restant vierge, ce qui constitue un affront direct au christianisme. Mais ce n'est pas tout, il estime désormais être un prophète envoyé par Dieu. Rien que ça. Et en plus de ça, il y a des rumeurs comme quoi Jim se droguerait, ce qui est probable en vrai, vu ce qu'il raconte. Les propos qu'il tient et les rumeurs sur la drogue vont lui faire perdre beaucoup de fidèles, mais du coup ceux qui restent sont les plus loyaux. Nous sommes au début des années 60 et petite remise en contexte, nous sommes en pleine guerre froide. Jim est persuadé que les États-Unis vont être attaqués d'ici peu par l'URSS. Il affirme même avoir eu des visions d'une double attaque à la bombe atomique visant Chicago et Indianapolis. Bon là c'est quasiment sûr, Jim se drogue ou alors vraiment faut s'inquiéter. Il prend carrément la décision de déménager le temple du peuple au Guyana, un pays d'Amérique du Sud. Le mec croit dur comme fer en ses visions. Il achète des terres et le but est de créer une communauté agricole utopique au milieu de la jungle dépourvue de racisme et fondée sur les principes du communisme. Comme tout bon gourou qui se respecte, il baptise le village de son propre nom, Jonestown. Accrochez-vous parce qu'à partir de là, ça va vraiment partir en couille. On n'est plus aux États-Unis, donc les lois sont plus légères. Le campement va tout simplement se militariser. Le village est entouré de barbelés et patrouillé par des gardes armés afin d'éviter l'invasion d'un ennemi imaginaire. Jim, la drogue, on t'avait dit quoi? L'état de santé du gourou se détériore, tellement qu'il n'est pas rare qu'il s'évanouit en plein discours. On passe au level supérieur de secte. Désormais, pour devenir un fidèle, il est obligatoire d'écouter 10 cassettes parlant du communisme et de Jim Jones lui-même. D'ailleurs, il n'estime plus qu'il est un prophète envoyé par Dieu, mais une réincarnation de Moïse et de Lénine. D'ailleurs, les fidèles du temple du peuple le qualifient désormais de prophète et l'appellent papa. En plus de la drogue, Jim prend des amphétamines et des tranquillisants. C'est le pire combo. Les conséquences de son addiction vont évidemment commencer à se voir. Son comportement est de plus en plus lunatique et il est sujet à de violents sauts d'humeur. Le deuxième effet secondaire de ces médicaments est le fait que ses yeux deviennent tout rouges et humides. Il prend donc l'habitude de porter des lunettes de soleil en permanence. Il justifie de porter les lunettes en expliquant que son pouvoir est si puissant qu'il pourrait brûler ses fidèles s'il les regardait dans les yeux par inadvertance. Le boug se croit dans Star Wars là. Ah mais attendez, on est mercredi soir. Ça tombe bien. Le mercredi soir, Jim organise désormais des réunions où chacun doit confesser ses fautes et recevoir la punition qui convient. La personne qui se confesse subit des sanctions physiques. Elle peut par exemple recevoir des
coups de planche en bois ou être forcé à prendre part à un match de boxe entre personnes sanctionnées. La secte se transforme en événement UFC une fois par semaine, tranquillement. Ça peut paraître fou, mais à l'époque, Jim Jones est encore très respecté, y compris par des personnalités politiques et artistiques de premier plan, dont Rosalynn Carter, épouse du président des États-Unis de l'époque. Jim profite du camp pour asseoir toujours plus son autorité sur ses fidèles, sa consommation de drogue devient très inquiétante et la secte semble foncer droit vers une catastrophe. En 77, de nombreuses rumeurs sur le fonctionnement douteux de la secte sortent dans la presse. Un procureur américain va souhaiter une enquête en interrogeant d'anciens membres de la secte, sauf que ceux-ci vont tout simplement disparaître. Le procureur souhaite alors que le FBI prenne en charge l'enquête. Malgré la disparition d'anciens membres de la secte, le FBI ne voudra pas faire d'enquête. On comprend alors que Jim est une personne très puissante avec des hommes de main sur tout le territoire américain. En octobre 78, des proches de personnes embrigadées dans la secte commencent à hausser le ton. Certains portent plainte et implorent les services américains de faire une enquête. Après plusieurs mois de forcing, le gouvernement américain accepte d'envoyer un homme pour enquêter, Leo Ryan. Il sera accompagné de journalistes ainsi qu'un cadreur. Leur avion doit décoller le 15 novembre 1978, direction le Guyana. Vous vous en doutez, Jim ne voit pas du tout d'un bon œil cette visite. Il s'oppose même clairement à la visite. Sauf que Léo a des couilles énormes, d'accord ou pas, il va se rendre sur les lieux de la secte. Le 18 novembre, l'équipe de Léo se rend au village et ils sont reçus par un homme armé qui les tient en joue pendant 1 heure. On a connu mieux comme accueil. Miraculeusement, Jim accepte finalement que Léo et son équipe visitent le campement. Il en profite pour exposer les projets agricoles, il fait une visite des habitations et organise même un grand dîner. Finalement, tout va bien. À un moment, Léo reçoit une note de la part d'un habitant avec écrit dessus « Aidez-nous à sortir d'ici ». Ok, il y a peut-être un truc qui cloche. Léo demande à Jim s'il peut poser des questions aux habitants et il accepte. En discutant avec les fidèles, Léo découvre que le village est géré comme un camp disciplinaire, avec des conditions de vie enfreignant les droits de l'homme. En cachette, certains membres de la secte implorent Léo de les extirper de là. Un groupe de 15 personnes se forme avec les membres qui souhaitent quitter la secte. L'enquête se transforme littéralement en mission de sauvetage. À la fin de la journée, Léo et son équipe doivent retourner aux États-Unis. L'objectif est de rentrer en emmenant les membres de la secte qui souhaitaient partir. Évidemment, ça doit se faire dans un secret le plus total parce que Jim prendrait ça comme un affront. Le groupe monte dans un camion les menant à l'avion, sauf qu'en partant, ils voient un homme, au loin. La pire situation se produit. Ils sont repérés en plein délit de fuite. L'équipe se dépêche alors de rejoindre l'avion, ils arrivent tous à monter à bord. Ils sont sur le point de décoller quand le pilote remarque un tracteur sur la piste. Ils sont littéralement pris au piège. Dès lors, une quinzaine d'hommes armés courent dans leur direction. Léo sort de l'avion et essaye de négocier en vain. Il sera tué sur le coup ainsi que toute son équipe. Durant les heures qui suivent, le gouvernement américain n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais il commence à s'inquiéter parce que l'avion de Léo n'est toujours pas de retour. Ils comprennent alors que quelque chose cloche, surtout lorsqu'ils reçoivent un appel à 3h du matin du gouvernement du Guyana. Un homme s'est rendu dans un commissariat au Guyana et affirme être un membre de la secte et que Léo et son équipe ont tous été tués. Ni une ni deux des membres de l'armée américaine et guyanaise sont envoyés. Prévenus de la fusillade de l'aéroport, ils se préparent à combattre les habitants. En arrivant à l'aéroport, ils tombent sur les corps inertes de Léo et son équipe, mais les militaires sont bien loin de s'imaginer les découvertes qui vont suivre. Ils arrivent sur le camp de la secte, la situation est anormalement calme, et ils découvrent 908 personnes, dont plus de 300 enfants, sans vie, joncher le sol. Jim est lui retrouvé mort d'une balle dans la tempe. Évidemment, l'information fait la une des journaux du monde entier, et pendant de nombreuses semaines, les théories les plus folles vont commencer à s'enchaîner. Certains affirment que Jim est un membre de la CIA qui a utilisé son pouvoir pour permettre au gouvernement américain de faire des expérimentations médicales secrètes. D'autres certifient qu'il s'agit d'une réponse de Dieu aux nombreux affronts de Jim. Toutes ces théories vont être balayées après la découverte d'une bande audio de 44 minutes, durant laquelle Jim Jones enchaîne les appels au suicide. Keep your emotions down. Keep your emotions down. Know that it will not hurt if you'll be quiet. If you'll be quiet. Sorrow that it's all over. I'm glad it's over. Hurry, my children, hurry. All right, they just not fall into the hands of the enemy. No more pain. We just want peace. All you do them is all they're doing is taking a drink to go to sleep. Whatever. I'm tired of it all. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide, protesting
the conditions of an inhumane world. Ça glace le sang, vous pouvez aller écouter l'audio en intégralité, il est disponible sur YouTube, si jamais l'envie vous prend. Mais alors, pourquoi une telle décision ? Lors de l'assassinat de Leo et son équipe, Jim s'est rendu compte que des fidèles ont souhaité quitter la secte en secret. Il a réalisé que son influence avait réduit avec le temps et il craignait que les déserteurs racontent les conditions de vie du camp aux autorités américaines. En plus de ça, il savait très bien qu'il n'allait pas échapper à une enquête approfondie sur le meurtre de Leo et de son équipe. En gros, Jim savait très bien qu'il allait tomber et il a voulu faire tomber tous ses fidèles avec lui. Les infirmières du Temple du Peuple ont préparé un mélange de cyanure de potassium et de limonade. La boisson est létale et tue en quelques minutes après ingestion. Un peu de positivité là-dedans, 87 personnes ont survécu. Certains ont réussi à s'enfuir, d'autres sont simplement des membres du service de sécurité armé de Jim. Ce sont eux qui ont forcé les fidèles à boire le poison, mais ne l'ont pas bu une fois que tout le monde était mort. En soi, pratique. Anecdote, il y a un homme qui a survécu parce qu'il était sourd. Il a tout simplement pas entendu le discours de Jim, il n'a pas compris ce qui se passait et il s'est tout simplement caché dans un puits jusqu'au lendemain. Voilà comment la folie d'un homme a mené à un massacre de plus de 900 personnes. Le Temple du Peuple perdit évidemment son statut d'organisation religieuse et donc les indemnisations de l'État, parce que oui, l'État américain soutenait encore financièrement la secte. Les huissiers découvrent d'ailleurs une trésorerie de plus de 10 millions de dollars, argent qui sera redistribué aux familles des victimes. Très vite, il va y avoir des batailles morales et même physiques afin de trouver les responsables. Le gouvernement du Guyana se dédouane en expliquant que les Américains étaient responsables, les communistes et les chrétiens se renvoient la responsabilité, tandis que la communauté afro-américaine accuse Jones d'avoir manipulé les Noirs. Le massacre de Jonestown n'est pas seulement une histoire de manipulation, c'est aussi un rappel des conséquences désastreuses lorsque les leaders perdent de vue leurs valeurs fondamentales. La transformation de Jim de leader charismatique à tyran destructeur illustre à quel point le pouvoir peut corrompre. Initialement admiré pour ses idéaux de justice sociale, il a progressivement glissé vers un contrôle autoritaire, entraînant ses fidèles dans une tragédie incompréhensible. Cette histoire nous aide à réfléchir sur la manière dont le pouvoir et l'influence peuvent évoluer et affecter profondément les personnes qui nous entourent. Bisous.